Vous le savez peut-être, l'année dernière, on a lu Mo Yan dans le cadre de mon club de lecture avec ce roman, Le clan du Sorgho Rouge. C'était ma première lecture de Mo Yan qui a été suivie d'une deuxième avec Le Radis de cristal qui est un recueil comportant deux histoires que j'ai d'ailleurs préférées, si jamais ça vous intéresse, je pense, au clan du Sorgho Rouge. C'était ma première fois avec Mo Yan, comme je viens de vous le dire, et j'étais très contente, très enthousiaste. Pourquoi ? Eh bien parce que Mo Yan, c'est un auteur qui est très plébiscité, c'est un auteur qui est très connu, et que cette thématique m'attirait et m'attire toujours beaucoup. Même si j'ai été quand même assez surprise de voir que malgré sa relative popularité, il me semble, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que c'est l'un des auteurs chinois les plus connu, en tout cas dans les auteurs chinois contemporains, j'ai quand même été surprise de voir qu'il était assez peu présent dans les librairies, et pourtant j'habite à Paris et j'en ai visité plusieurs. Alors, Mo Yan est tellement reconnu qu'en fait il a carrément obtenu le prix Nobel de littérature, je pense que vous devez le savoir étant donné qu'il y a quand même eu beaucoup de pubs à ce sujet-là et on va en reparler, beaucoup de controverses. Alors pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que Mo Yan a déjà tenu à plusieurs reprises des propos assez ambigus, assez ambivalents sur la question de la censure, parce qu'il a refusé de signer une pétition pour la libération d'un autre lauréat du prix Nobel, cette fois-ci prix Nobel de la paix chinois, qui a été condamné en 2009 à 11 ans de prison sous le chef d'accusation de subversion. Aussi parce que Mo Yan, c'est un auteur qui a reçu le prix Nobel de littérature à Stockholm avec une tenue qui rappelait quand même assez les cadres du régime communiste et du parti communiste chinois. Il a été, encore une fois, à la sortie, ou en tout cas juste après la réception du prix Nobel, face aux journalistes, assez évasif quand on l'a interrogé sur ce même prix Nobel, sur son compatriote qui était à ce moment-là détenu, sachant que ce prix Nobel, ce lauréat, ce compatriote dont je vous parle, est décédé en 2017 à l'âge de 61-64 ans, il me semble, après n'avoir jamais pu être libéré. Il a également été fortement critiqué parce que lors d'une commémoration pour Mao, il a recopié un discours du leader communiste chinois avec lequel il était, selon lui, en accord, et qu'il a également insisté sur le fait que la censure n'était pas forcément une chose entièrement négative. Alors ça peut bien évidemment s'entendre, la censure force les écrivains, d'une certaine manière, les écrivains et les écrivaines à multiplier les ressorts ingénieux pour parvenir à écrire, à dénoncer, à critiquer, à s'exprimer plus ou moins librement. Une voix très célèbre qui s'est élevée à ce sujet, c'est Ai Weiwei, qui est un artiste chinois contemporain extrêmement connu. Mais il y a également la voix d'un auteur chinois que je ne connaissais absolument pas, et par qui tout a commencé. L'auteur chinois, c'est Liao Yiwu. Alors, soyons clairs, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour venir juger Mo Yan, ni pour vous affirmer, vous assurer que c'est un allié du régime communiste chinois et qu'on ne devrait pas le lire, c'est pas du tout ça, et je suis pas là non plus pour vraiment réfléchir à cette question-là et pour le dédouaner non plus d'une possible trop importante proximité ou trop grande complaisance avec le régime chinois. Mo Yan, si vous le voulez, son discours de réception du prix Nobel est disponible. Il répète à plusieurs reprises que pour lui, la littérature et la politique sont deux choses extrêmement différentes, qui sont d'ailleurs séparées. On peut être en accord ou pas en accord. Je suis là plutôt parce que lorsque j'ai préparé forcément le live du club de lecture, lorsque je me suis documentée sur cette lecture que l'on faisait ensemble, je dois avouer que ma conscience n'était pas très tranquille. Pourquoi ? Eh bien parce que forcément, en mettant en avant Mo Yan par le club de lecture, en faisant un live, en parlant sur Instagram, et parce que j'ai quand même une certaine audience, j'ai eu cette impression un petit peu douloureuse, un petit peu difficile de mettre en avant un homme plutôt privilégié finalement, et qui était passé entre les mailles du filet parce qu'il avait refusé de s'engager, alors que d'autres, eh bien, étaient passés totalement inaperçus dans les librairies, sur YouTube, sur Booktube, dans ma propre bibliothèque, majoritairement parce que ils avaient fait l'objet de poursuites, d'enfermement, d'emprisonnement, de censure et de contraintes. Et c'est vraiment en découvrant ces trois hommes, ces trois auteurs qui m'étaient jusque-là inconnus, que je me suis dit qu'il était vraiment important pour moi en fait de venir vous en parler et en faire une vidéo. Et ces trois hommes, ce sont ces trois hommes-ci, Liao Yiwu, dont je viens de vous parler, et qui est, comme je l'ai dit, celui par qui tout a commencé, parce qu'il a donné une interview dans laquelle il a expliqué en quoi il pensait que l'attribution du prix Nobel de littérature à Mo Yan, c'était potentiellement un petit peu dangereux. Également, le premier auteur chinois à avoir obtenu
le prix Nobel de littérature, même si vous ne le trouverez pas dans les listes des prix Nobel de littérature sous la bannière chinoise, étant donné qu'il a été naturalisé français après avoir été forcé de s'exiler. Il s'agit de l'auteur, et là je vais essayer de bien le prononcer, Gao Qingjian. Je pense que je le prononce mal, je suis désolée. Et enfin, le dernier, il s'agit de ce lauréat du prix Nobel de la paix qu'il a reçu alors qu'il était en prison. Il s'agit du dernier en date lauréat à avoir reçu ce prix lorsqu'il était en prison. Il s'agit de Liu Xiaobo, qui est également un auteur et dont on va parler dans cette vidéo. C'est un petit peu le but, c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo. Vous parlez de ces trois auteurs avec, bien évidemment, vous l'aurez peut-être compris, une petite préférence, une petite mise en lumière davantage sur Liao Yiwu parce que c'est vraiment l'auteur qui m'a fait réfléchir et qui m'a ouvert une certaine porte, j'ai envie de dire, sur tous ces auteurs chinois et sur ce pan de la production littéraire chinoise. Liao Yiwu, c'est un artiste chinois né en 58 en Chine, qui est donc âgé de 64 ans. C'est un auteur qui a été emprisonné en fait suite aux manifestations de Tiananmen et qui a beaucoup écrit à ce sujet, ce qui a fortement contribué, ou même exclusivement en fait contribué à son exil. Il était devenu pour lui impossible de vivre en Chine. C'est grâce à lui donc que j'ai un peu commencé à amorcer cette réflexion et en fait il dit au sujet de Mo Yan, qu'il considère comme un écrivain d'État. C'est un écrivain de la ligne officielle, le choisir est une façon de mépriser les droits de l'homme car Mo Yan est un opportuniste repéré, toléré, voire encouragé par le pouvoir communiste. Je vous encourage à lire en entier, ce sera en lien dans la barre d'information, la lettre ouverte qu'a publiée Liao Yiwu à l'adresse du comité du prix Nobel de littérature au sujet justement de la victoire de Mo Yan. Je veux juste vous lire un des paragraphes mais je vous encourage vraiment à lire la suite. Il écrit, c'est pour vous montrer un petit peu aussi l'intérêt aussi de sa critique. To be fair, Mo Yan's writings do expose the ills of the regime, but it's limited to low-level governance without questioning the root of communist rule. Local irregularities are often criticized by the central government anyway, and sometimes they become the necessary mirror held up to demonstrate the greatness of the party above. Mo Yan also selectively exposes the darkness of Mao's era to the extent it is allowed, but leaves out the reality under newer leaders. It is a game safe to play, but at the same time without losing claim on moral judgment. Il continue en donnant des détails plus précis, justement. As for his criticism of China's birth control policy, these days, even the official media are denouncing brutalities perpetrated by local birth control officials. Besides, the policy itself has started to be relaxed in recent years. Again, it is a safe topic to write about. Donc sa critique, c'est de dire qu'en fait, Mo Yan ne s'intéresse et ne se hasarde qu'à écrire au sujet de choses qui sont déjà un petit peu critiquées et qui commencent à changer dans la société chinoise et qui sont critiquées et acceptées, ou en tout cas dont la critique est acceptée par le régime communiste et qu'il ne s'intéresse jamais aux autres sujets et qu'il n'ose jamais les aborder. Il explique qu'il n'a jamais, en fait, dans les 10 ans, 20 ans qui ont suivi les répressions très violentes des manifestations à Tiananmen, pris la parole et condamné ces agissements-là. C'était une manifestation et un élan populaire qui a été mené effectivement par des étudiants et par des intellectuels, mais qui a aussi été beaucoup suivi par la population de Chine, mais surtout la population de Pékin, étant donné que c'est là que se sont déroulées les plus importantes manifestations. Et ça, c'est quelque chose que Liao Yiwu explique très très bien dans son livre. Si jamais vous vous intéressez à ce sujet, et vous devriez, je vous recommande une série de reportages qui est disponible sur Arte, sur YouTube, et qui est extrêmement bien faite et qui rend la chose très compréhensible. J'ai commencé ma lecture de Liao Yiwu avec ce livre, Des balles et de l'opium. C'est un recueil de témoignages d'émeutiers et d'émeutières, principalement des émeutiers, qui vont raconter leur participation à ces manifestations, puis la manière dont ils ont arrêté, les motifs aussi de ces arrestations, et puis leur détention et les conditions de détention. Alors même si je connaissais dans les grandes lignes en fait cette partie-là de l'histoire chinoise, j'ai quand même été surprise et assez éprouvée par la lecture de ces témoignages. On y découvre vraiment des conditions d'emprisonnement qui sont absolument terribles et effrayantes, des tortures, des violences et un univers presque kafkaïen et absurde en fait dans les motifs d'arrestation, dans les condamnations.
c'était une lecture qui était quand même assez éprouvante, mais extrêmement intéressante parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Alors on y apprend beaucoup de détails, effectivement, comme je viens de vous le dire, sur les conditions d'arrestation, sur les conditions de détention, sur la manière dont cela s'est produit. On en apprend également beaucoup sur les différents mouvements de révolte qui ont quand même essayé de se créer et d'avoir un impact et une action suite à ces manifestations en 89 et suite à la répression qu'il a subie. On apprend aussi également beaucoup de choses au sujet de la culture chinoise et de la littérature chinoise avec de nombreuses mentions d'auteurs et de poètes que je ne connaissais absolument pas. Et c'est une lecture qui est vraiment politiquement, culturellement et juste moralement extrêmement importante à mon avis et que je suis vraiment contente, même si le terme est un petit peu mal choisi, vous en conviendrez, mais je suis vraiment contente d'avoir fait cette lecture qui en fait me semble être extrêmement importante comme devoir de mémoire justement. Pour ce qui est du style en plus, la littérarité en fait est quand même très présente alors qu'il s'agit d'un recueil de témoignages. Alors bien évidemment ce sont des témoignages qui sont retranscrits par Liao Yiwu qui est un poète et qui est un auteur, donc il y a cette littérarité là qui est présente et puis aussi dans certains passages écrits à la première personne, des petites incursions comme ça dans des moments plus introspectifs ou plus narratifs sur justement comment est-ce qu'on en arrive à retrouver ces émeutiers et quelles sont les conséquences aussi sur leur vie après la détention, parce que ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est qu'en réalité une fois que vous avez été arrêté et condamné, que vous avez passé 4 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans de votre vie en prison et que vous avez été traité comme un objet ou même... Enfin, pire que tout, comment est-ce qu'on arrive à se réinsérer dans la société chinoise et à reconnaître cette société chinoise qui en fait est devenue assoiffée de ce nouvel opium qui est en fait l'argent. Et ça, c'est aussi quelque chose que Liao Yiwu décrit très très bien et qu'il critique beaucoup. Donc c'est vraiment un recueil qui est extrêmement fort et qui ne sacrifie ni à la brutalité et à l'honnêteté très frontale sur ce qui se passe, ni à la littérarité. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était une lecture extrêmement intéressante. Il y a des passages qui sont quand même assez douloureux, bien évidemment, à lire, et on a même du mal, en fait, à se représenter tout ça. Et c'est une lecture que je suis très contente d'avoir faite parce qu'elle m'a permis d'appréhender comme il se doit ma deuxième lecture de Liao Yiwu, qui est Poèmes de prison. Donc ça c'est un recueil de poésie qui présente deux de ses grands textes qui s'intitulent Le Grand Massacre et L'âme endormie et j'ai beaucoup hésité pour tout vous dire à l'inclure dans dans ma liste des lectures préférées de 2022. C'est un recueil de poésie que j'ai absolument adoré et que j'ai trouvé extrêmement fort, extrêmement intéressant. C'est une poésie très moderne, très libérée, avec une fulgurance dans les images. C'est une poésie qui m'a fait un petit peu penser à celle de Mahmoud Darwish ou à celle d'Anna Armatova et à celle de René Char, une espèce de fusion un petit peu entre tous ces genres, avec bien évidemment aussi son unicité et son originalité propre. Ce sont des poèmes qui ne s'intéressent en fait qu'à la question de l'emprisonnement, des sévices, de la torture. C'est vraiment... une lecture, comment dire, je saurais même pas vous expliquer, mais on s'arrête après chaque poème en fait pour vraiment prendre la mesure de ce qu'on vient de lire. Le premier poème qui est donc le plus connu, comme je vous le disais, qui s'appelle Le Grand Massacre, c'est le plus long poème. C'est un poème qui est assez long et qui a été publié par Liao Yiwu et très rapidement après les répressions et les arrestations des manifestants et des manifestantes sur la place Tiananmen. Ça, ce sont deux poèmes qui sont assez brutaux, avec beaucoup de répétitions, avec beaucoup d'injonctions, avec beaucoup de points d'exclamation et un vocabulaire qui est très militaire, très violent, et qui forcément répond en fait à l'urgence et à l'immédiateté aussi de ce qui est en train de se passer. Les autres poèmes sont un peu plus différés forcément dans le temps et ont été écrits notamment lors de la détention. Je voudrais juste vous en lire quelques-uns ou quelques passages qui sont extrêmement, je pense, représentatifs du style d'écriture, mais aussi qui moi m'ont beaucoup plu, qui sont très très beaux. Il y a un des poèmes qui s'intitule « Un condamné à mort ». Avant, nous dormions sur l'unique banc de terre. Tu supportais le poids de mes jambes sur toi, tandis que mon cœur réchauffait le dur métal de tes chaînes. Les courants d'air glacés passent par les trous, même sous la couverture. Le froid te rentre la tête dans les épaules. Ainsi, on dirait que tu veux éviter le bourreau qui lève sa lame, coupant courant d'air, pour te décapiter. Comment peux-tu éviter cela, mon bon frère ? Tu as déjà oublié que maintenant, on n'utilise plus les sabres. La cartouche traverse le dos jusqu'au cœur et ressort devant.
dans l'épanouissement d'une fleur de sang. La douleur, tu la laisses à ta mère, puisqu'elle a payé tes cartouches pour le bourreau. Elle peut ramasser ton cadavre de condamné. Là, vous voyez, par exemple, il y a une imagerie qui est très très forte, il y a une sorte de douceur couplée à cette ambiance extrêmement mortifère, mais il y a aussi des éléments qui non seulement ont bien évidemment cette portée, cette symbolique extrêmement forte en poésie, avec la présence de la mère, avec le bourreau, etc., mais qui aussi, en fait, sont des réalités factuelles. C'est-à-dire que lorsqu'il dit « la douleur, tu la laisses à ta mère, puisqu'elle a payé les cartouches pour le bourreau », c'est réel. C'est-à-dire que les détenus qui allaient être exécutés, s'ils avaient de la chance, pouvaient se faire payer les cartouches par des membres de leur famille, et cela leur permettait, en fait, d'être exécutés le plus rapidement possible, et de la manière la plus indolore. Un autre, par exemple, poème avec un passage que j'aime beaucoup, je ne vais pas vous le lire en entier, je vais vous lire juste une petite, entre guillemets, strophe. Inondation. Et il écrit « Tu ne peux pas non plus laisser la transpiration couler n'importe comment, puisqu'elle se constitue de graisse et de sel qui se gaspillent. Quel dommage de ne pouvoir la récupérer pour combler la faim. Que puis-je dire encore, puisque la salive est un trésor. » Donc bien évidemment, là vous voyez que c'est une référence absolument explicite en fait à la faim terrible qui tenaillait les détenus, qui ne recevaient quasiment rien à manger, quasiment pas à boire, qui étaient entassés à plusieurs dans des cellules, c'était absolument affreux. Un poème qui s'intitule Sévices, que je ne vais pas lire ici, mais qui est extrêmement, qui est très très explicite et qui en fait met en avant la violence de la détention et qui est une véritable dénonciation de la puissance viriliste et patriarcale de la torture. Voilà. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses, et puis il y a plein de petites touches d'intertextualité, voulues ou pas, ça je peux pas le savoir, mais je suis noyée par la cendre de mes propres écrits, brûlés, mes manuscrits classés éternellement dans un dossier vide. Ça fait vraiment écho aux manuscrits qui brûlent jamais de Bulgakov et à tous ces écrivains et écrivaines durant le stalinisme, donc voilà. C'est vraiment un recueil absolument magnifique, au-delà de la question politique, au-delà de l'engagement moral et au-delà de l'aspect émotionnel qui moi qui est très présent chez moi et qui motive aussi beaucoup de mes lectures. Là, on est juste face à un recueil de poésie absolument sublime, avec beaucoup de travail sur la langue, un travail de traduction de la part de Shan Sun et de Anne-Marie Jean-Jean, qui est vraiment incroyable et que je salue énormément, et je suis très très contente de l'avoir lu et je vous le recommande 1000 fois. Je pense vraiment que vous devriez le lire. Pour finir, je vais donc vous parler des deux derniers auteurs que j'avais mentionnés dans cette vidéo, en commençant par Liu Xiaobo. Liu Xiaobo, comme je vous l'ai dit, c'est un homme de lettres chinois qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2010 alors qu'il était emprisonné, et il est mort en n'ayant pas pu être libéré. Sa femme est également assez connue car elle s'est aussi beaucoup battue pour la liberté en Chine et pour la reconnaissance de la violence et de l'oppression du régime communiste chinois. Elle s'est aussi beaucoup battue bien sûr pour la libération de son mari, malheureusement en vain. Liu Xiaobo, c'est le dernier à avoir obtenu le prix Nobel de la paix en étant emprisonné. C'est un message extrêmement fort et c'est une personnalité que je ne connaissais absolument pas, pour être tout à fait honnête avec vous, mais que je suis vraiment honorée d'une certaine façon d'avoir pu de l'avoir connu via cette vidéo. J'ai acheté un ensemble d'essais qui s'intitule La philosophie du porc, qui est le titre d'un des essais présent dans ce recueil, mais il est aussi majoritairement peut-être connu pour ses élégies. Il en a publié une chaque année pour les âmes errantes de juin 89, c'est ainsi qu'il les appelle et qu'elles sont appelées en Chine. J'ai lu quelques-uns des essais qui sont présents dans ce recueil et c'est vraiment une lecture extrêmement fluide, très très intéressante, avec beaucoup de connaissances. On sent une plume extrêmement aiguisée, habile, une réflexion très rapide de la part de l'auteur, une vraie intelligence, une vraie connaissance. Des essais qui sont assez courts et des articles ou des discours qui sont regroupés dans ce recueil. Il y en a qui portent sur la littérature, il y en a qui portent sur des faits bien précis en Chine comme les enfants qui travaillent dans les briqueteries, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus généraux et qui en fait interrogent même sur les conséquences en fait pour l'ordre mondial d'avoir un pays tel que la Chine, qui n'est absolument pas une démocratie mais bien une dictature d'une certaine façon. Quelques titres pour vous donner une idée: Prendre soin de la conscience individuelle, Réflexion d'un antitraditionnaliste, L'anxiété idéologique de Yun Jiato et Wen Jiabao, Réévaluation de la société civile. Le premier article qui
arrive après l'introduction. C'est un épisode biographique. Ça s'intitule J'ai été privé de ma liberté en 19 minutes. C'est quelques pages très courtes finalement, mais extrêmement denses, dans lesquelles il relate comment il a été privé de cette liberté. Comment son arrestation s'est déroulée. Il pensait que c'était une arrestation de routine, en fait, où on allait l'interroger sur divers faits, et en fait pas du tout. Il n'est jamais rentré chez lui à ce moment-là, et c'est ainsi qu'a débuté sa dernière incarcération, qui s'est soldée malheureusement par son décès. C'est extrêmement poignant. Il y parle beaucoup de sa femme, justement, et de la dernière fois où il a vu sa femme. En fait, à l'époque, alors que les policiers viennent de frapper chez lui en pleine nuit, j'avais envisagé de lui demander de se lever et de venir avec moi, comme ça, au cas où il se serait passé quelque chose, elle aurait aussi été témoin du processus de mon arrestation. Mais en même temps, je n'en avais pas envie. Je ne me résignais pas à lui imposer l'expérience de ce moment atroce entre la vie et la mort. Une fois, à une centaine de mètres de la porte, je me retournai pour jeter un coup d'œil vers la fenêtre de notre petit logement, qui était encore entr'ouverte. Comme j'aurais voulu, à ce moment-là, voir la tête de mon épouse apparaître à la fenêtre. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé qui s'intitule Subvertir le système du mensonge avec la vérité. Et je vais vous lire un extrait tout simplement pour vous donner une idée. Ce jour où je reçois ce prix, le 31 mai 2003, donc là c'est un prix décerné en Chine par une institution chinoise qui s'intitule pour la pensée démocratique, éducation pour la pensée démocratique, il me semble, la Fondation pour l'éducation pour la pensée démocratique. Ce jour où je reçois ce prix, le 31 mai 2003, n'est éloigné que de 4 jours du 14e anniversaire du 4 juin. Je ne sais si mes actes sont dignes des âmes des disparus et je n'ose affirmer que je mérite cet honneur. Simplement, je le comprends ainsi, c'est une récompense accordée à une personne qui dit la vérité dans un système fondé sur le mensonge et une offrande au combat de la mémoire contre l'oubli qui, à travers moi, est présentée aux âmes perdues. Les âmes du 4 juin me regardent du haut du ciel, cela depuis 14 ans. Pour moi qui ai participé au mouvement de 89, en effet, Liu Xiaobo, il s'est interposé entre des policiers, entre l'armée et des étudiants pour empêcher le massacre et il a réussi à vraiment calmer la situation et à permettre aux étudiants de partir à ce moment-là lors du massacre de Tiananmen et le lendemain il a été arrêté justement. Donc pour moi qui ai participé au mouvement de 89, cette nuit et cette aube transpercées par les baïonnettes, traversées par les balles et écrasées par les tanks, et le fil des couteaux semblables à l'air demeurent à ce jour gravés au fond de ma mémoire. Moi, un des survivants du massacre, ce n'est que lorsque j'ai été confrontée à ces âmes qui ont donné leur vie pour une Chine libre, à la force, aux mensonges et aux tentatives d'achat des bourreaux, que j'ai compris à quel point il était important de continuer à vivre, que je me suis efforcée de faire en sorte que chacun des mots sortis de ma plume semble écrit par les âmes qui reposent au fond de la tombe, opposer la mémoire des tombes à l'oubli imposé par la force et résister à la vie dans le mensonge par la piété et l'expiation. À la fin de ce recueil, vous trouvez également la charte 08. Alors la charte 08, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment l'un des chefs d'inculpation majeurs pour Liu Xiaobo. C'est une charte tout simplement qui a été écrite par plusieurs intellectuels et plusieurs penseurs et penseuses chinois et chinoises, parce que l'année 2008 marquait le 100e anniversaire de la première constitution chinoise, qui n'est pourtant pas respectée, le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Et donc, c'est la constatation toute simple que la liberté et les lois ne sont pas respectées en Chine. Et donc c'est une charte qui présente les principes fondamentaux ainsi que des réformes à envisager pour sortir la Chine de ce régime totalitaire. On y trouve par exemple une réforme financière et fiscale, la mise en place de la République fédérale, la protection de l'environnement également, liberté d'association, la liberté religieuse, etc. Bref, je vous recommande vraiment ce recueil. C'est extrêmement intéressant, les articles sur la littérature sont très fournis et fourmillent de références et d'informations que moi j'avais absolument pas sur la littérature chinoise. La dimension politique des autres textes est hyper intéressante et ça fait vraiment chaud au cœur et en même temps ça serre le cœur de savoir quelle a été la vie de cet homme et l'intégrité et la force qu'il a eue jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Et pour finir, un livre que je n'ai pas encore commencé à lire par contre. Il s'agit de l'auteur Gao Jingjian, je le prononce très mal, j'en suis désolée, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2000, c'est-à-dire 12 ans avant Mo Yan. Il est connu pour La montagne de l'âme, qui est apparemment vraiment l'un de ses plus grands classiques. Je n'ai pas acheté celui-ci, j'ai acheté Le livre d'un homme seul, qui est un petit pavé quand même. Je n'ai pas commencé à le lire, donc je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, si ce n'est que je vous encourage à vous renseigner sur cet auteur et à peut-être, pourquoi pas, vous diriger vers d'une de ses œuvres. Apparemment, de ce que j'ai compris, c'est une écriture qui est extrêmement
spirituel, très métaphysique, avec une sorte de déconstruction un petit peu de la structure très traditionnelle et classique du roman. Ce qui s'explique aussi peut-être par le fait qu'il était également metteur en scène, qu'il était dramaturge, qu'il était critique littéraire, donc il y a une sorte de fusion un petit peu et d'ouverture au niveau de la création littéraire, avec une grande place donnée à l'introspection, à la dimension spirituelle de la vie et aux souvenirs apparemment. Donc je pense que c'est une littérature qui n'est pas forcément extrêmement facile et très accessible, mais ça donne quand même envie. Et puis c'est un auteur qui n'a cessé de s'opposer lui aussi à la dictature du régime chinois. Donc je pense que cette volonté de se battre pour la liberté, pour la libre vie en fait de chacun et chacune est forcément tout ça est forcément présent dans son œuvre sous différentes facettes et de différentes façons grâce à la littérature justement. Et les valeurs qui sont portées à mon avis ne peuvent que rendre la lecture intéressante même si ardue. Écoutez, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé, elle me tenait vraiment à cœur, elle m'a demandé beaucoup de travail et j'espère malgré mon inculture et mon ignorance quand même assez importante de la littérature chinoise, avoir rendu hommage à ces 3 hommes, à ces 3 écrivains et je serais très curieuse de savoir si vous avez envie de les lire désormais ou si vous les connaissiez déjà. En tout cas, je vous encourage vivement à les lire, réellement. Parce qu'il y a ce devoir de mémoire et il y a également cette qualité littéraire indéniable que j'ai retrouvée en tout cas dans les 2 livres que j'ai lus pour le moment et à mon avis, je n'en doute pas, dans le 3e.